Bonjour et bienvenue à notre 5e cours sur le chapitre puissance, fonction cube et fonction inverse. Commençons sans tarder avec les exercices qu'on va corriger, les exercices qu'il va faire pour aujourd'hui, donc l'exercice 62 et 64. Alors, je commence par l'exercice 62 qui demandait simplement de calculer les images par la fonction inverse des éléments suivants, donc des nombres suivants. Alors, nous commençons du coup par rappeler l'expression de la fonction inverse. Je vous rappelle que la fonction inverse, c'est f de x égale 1 sur x, d'accord? Ne l'oublions pas, d'accord? Donc ça, je vais les garder toujours ici à ma droite pour toujours savoir de quoi je parle. D'accord. Alors, si je calcule f de 4, ça veut dire que je suis en train de calculer 1 divisé par 4. D'accord? Et ça, ce sera le cas partout dans tous les exemples ici présents. Alors, 1 sur 4, c'est simple, vous le faites à la calculatrice si vous voulez, ou vous le laissez 1 sur 4. Hein. C'est un résultat valable. Bon, dans tous les cas, ça fait 0,25 si vous voulez le calculer. OK? Ensuite, je peux calculer le deuxième. Ce sera f de 2 tiers. Alors ici, je vous rappelle une petite règle sur les fractions parce que ça va nous aider. Alors du coup, ça c'est 1 divisé par 2 divisé par 3, d'accord? Regardez comment je l'ai écrit, j'ai fait une grosse fraction pour me faire comprendre que 2 sur 3, il est bien au dénominateur, d'accord? Ça c'est le dénominateur et ça c'est le numérateur. Donc, je vous rappelle la règle qui nous dit que diviser par une fraction, ça équivaut à effectuer la multiplication fois l'inverse de la fraction. D'accord? Alors ça, c'est toujours vrai. Ok? Ce que je viens d'écrire, je vous l'encadre juste pour vous le faire comprendre. Ça marche toujours. Si vous avez une division par une fraction, elle est égale à la multiplication fois la fraction à l'inverse, donc en inversant numérateur et dénominateur. Donc ça vous donnera comme résultat juste 3 divisé par 2, parce que 1 fois 3 divisé par 2, ça fait 3 divisé par 2. Et donc ça fait 1,5, parce que c'est 3 demi. Okay? Et vous pouvez aussi laisser 3 demi, c'est pareil. Ok? F de moins 0,5, ça fait 1 divisé par moins 0,5. Okay, donc ça fait moins 1 divisé par 0,5. Je vous rappelle que le moins, je peux le déplacer où je veux dans une fraction. Et ensuite, j'ai 1 divisé par 0,5. Je vous l'ai déjà expliqué celle-là. Donc ça fait moins 2. D'accord? Allez voir la vidéo précédente, donc la numéro 4, si jamais vous avez un doute sur cette opération. Très bien. Je procède donc f de 10 à la puissance 3. Ça fait 1 divisé par 10 à la puissance 3. Si je veux le réécrire, ça c'est égal à 1 divisé par 1000. Et 1 divisé par 1000, ça fait 0,001. Ok? Ensuite, je peux écrire f de 10 à la puissance moins 4. Ah, ça c'est intéressant parce que du coup, ça fait 1 divisé par 10 à la puissance moins 4. Alors du coup, nous avions étudié une règle sur les puissances qui nous dit que quand vous avez une telle situation, hein, rappelez-vous, la règle, on l'avait déjà vue ensemble, vraiment, ce n'est rien de nouveau. Hein. Ça peut s'écrire du coup comme étant 10 à la puissance 4. Alors, j'espère que c'est clair. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Alors, j'ai simplement exploité la règle des puissances qui me disait que 1 divisé par a à la puissance quelque chose, imaginons 1 divisé par a à la puissance n, disons, hein, ça c'est bien égal à a à la puissance moins n. Alors si je l'applique, donc si j'applique cette règle-là à ce cas de figure ici, ça veut dire que le 10 à la puissance moins 4, je peux le transformer en, du coup, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait moins 4, et donc ça fait 10 à la puissance 4. Et donc ça fait 1, 2, 3, 4, donc ça fait 10 000. Super. Ok. La suite, c'est f de moins 10 à la puissance moins 1. C'est la même logique, sauf que j'ai un moins. Donc, le moins, il ne change pas grand-chose. Je me le mets juste devant tout. Ça fait moins 1 divisé par 10 à la puissance moins 1. Et du coup, j'applique la même règle des puissances. Et ça me fait moins, du coup, c'est 10 à la puissance plus 1.
et bah du coup ça fait moins 10, tout simplement. Ok? Et enfin, les deux derniers, alors l'avant-dernière c'est f de 3 fois 10 à la puissance moins 6, ça fait 1 divisé par 3 fois 10 à la puissance moins 6. Alors ça du coup je vais le décomposer, je vais écrire que ça c'est égal à 1 tiers fois 1 divisé par 10 à la puissance moins 6. Et du coup, sur le 10 à la puissance moins 6, je peux appliquer la règle des puissances, c'est-à-dire que ça c'est égal à 1 tiers toujours fois 10 à la puissance 6. Toujours par la même règle que j'applique, hein, c'est toujours celle-là. Donc ça fait égal, ça fait 10 à la puissance 6 divisé par 3. Or, 10 à la puissance 6, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça fait 1 million divisé par 3. D'accord? Et ça, si vous voulez le faire, bah, vous pouvez, vous prenez juste la calculatrice. Mais si vous voulez savoir le résultat, ça fait 333 333,333. D'accord? Ça, il y a beaucoup de 3, effectivement. Ok? Ok, il y a le dernier à faire qui reste, bah, c'est très similaire en fait, c'est moins 2 fois 10 à la puissance moins 6, bah, et en fait c'est la même chose, sauf que à la place de diviser par 3, ce sera divisé par 2, car c'est moins 2 fois 10 à la puissance moins 6, donc c'est vraiment la même chose, 1 divisé par moins 2 fois 10 à la puissance moins 6, et ça fait 1 divisé par moins 2, du coup fois 1 divisé par 10 à la puissance moins 6, et ça fait du coup moins 0,5, parce que ça c'est moins 1,5, hein, bien sûr, fois, comme tout à l'heure, 10 à la puissance 6, et donc ici je peux écrire par exemple moins 0,5 fois 1 million, je sais déjà que ça fait ça parce que je l'ai écrit tout à l'heure, et donc ça fait moins 5000. Voilà, c'est la fin du premier exercice. Passons donc à l'exercice 64. Alors, il commence avec une question de théorie de cours, donc tracer l'allure de la courbe représentant la fonction inverse. Alors, c'est très important de le faire avec un minimum de précision quand même. Donc voilà, je trace l'allure de cette courbe. Je vous rappelle que du coup, il s'agit de ce qu'on a appelé être une hyperbole et qu'elle est faite à peu près comme ça. Je vais juste prendre dans mon repère des petites valeurs. 1 et moins 1, c'est pratique parce que je sais que pour x égale à moins 1, f de moins 1, ça fait moins 1, donc elle passe par ce point-là. Et f de 1, donc ça fait 1 sur 1, et ça passe aussi du coup par ce point-là. Donc l'allure de la courbe sera la suivante. Comme ça, et comme ça. Voilà. Et de ce côté-là, je vais plutôt avoir ce comportement-là. Oups. Voilà, je corrige. Toujours une bonne idée a priori. Ok. Donc ça c'est notre courbe représentative de la fonction inverse. C'est ce qu'on appelle, je vous le rappelle, une hyperbole. Voilà. Hyperbole. Ok. Maintenant, essayons de faire ce qu'il nous suggère l'exercice. Ok. Comparer 1 divisé par 1,5 et 1 divisé par 2,6. Ah, ça a l'air simple. Pourquoi? Parce que comparer 1 divisé par 1,5, en fait, ça veut dire quoi? Eh bien, vous savez que si vous faites f de 1,5, ça fait 1 divisé par 1,5. Donc, je n'effectue pas de calcul. Okay? Ici, je note juste que f de 1,5, eh ben, ce sera l'image de 1,5. Je sais que 1,5, il doit se trouver là. Hein? C'est assez logique. Donc, l'image, elle se trouve ici. La voici donc. Ça, c'est f de 1,5. Okay? Je vais juste le noter ici en rouge. Okay? Donc, c'est ça, f de 1,5. Et l'autre, c'est 1 divisé par 2,6. Donc, f de 2,6, c'est égal à 1 divisé par 2,6. D'accord? Et donc, cette fois-ci, je vais me le noter en pas bleu clair parce que je l'ai déjà utilisé. Je vais le faire plutôt en orange.
Voilà. Donc lui, je vais le trouver là où il y a 2,6. Or 2,6, bah, si ça c'est 3, 2,6 sera à peu près là. D'accord, 2,6. Et donc son image, elle sera là. Alors du coup, regardez-les. Comment peut-on les comparer? Eh bien, on s'aperçoit que f de 2,6, elle est plus petite que f de 1,5. Parce que vous voyez que la hauteur de 1,6, excusez-moi, de f de 2,6, elle est plus petite, elle est plus basse. D'accord? Donc, je vais dire que, en ayant tout considéré, je peux expliquer que 1 divisé par 1,5, il est plus grand que 1 divisé par 2,6. Oui, parce qu'en fait, c'est ça que ça veut dire comparer. Comparer, ça veut dire mettre en comparaison, donc dire quel est le plus grand, dire quel est le plus petit. D'accord? Donc ici, visiblement, le plus grand, c'est 1 divisé par 1,5. Et le plus petit, c'est l'autre, 1 divisé par 2,6. Okay, il suffit de regarder sur le graphique pour s'en rendre compte. D'accord? Alors, la deuxième question, c'est toujours d'autres comparaisons. C'est d'autres comparaisons très simples, heureusement. En effet, on me demande de comparer 1 divisé par 0,3 et 1 divisé par 1,5. Ah, ça, c'est facile parce que 1 divisé par 1,5, excusez-moi, on l'a déjà fait. Donc, je remarque juste que f de 0,3, c'est ça que ça me donne 1 divisé par 0,3. D'accord? Et donc, 1 divisé par 0,3, je vais le chercher juste ici. Alors, ça, c'est entre 0 et 1. 0,3, ça doit être à peu près là. Donc, si je vais lire son ordonnée, l'image par la fonction inverse, j'arrive là. D'accord? Alors, je pense que ça devient tout de suite assez clair que cette image-là, elle est bien plus grande que l'image de 1,5. D'accord? Ici, je rappelle, je suis en train de comparer ces deux-là. Hein. Donc, f de 0,3 et f de 1,5. Et visiblement, vous voyez bien que f de 0,3 est bien plus grande que f de 1,5. Donc nous voyons bien que f de 0,3 est supérieur de f de 1,5, donc de l'image de 1,5. Très bien, passons à la suite de l'exercice. Il faut donc comparer 1 divisé par moins 2 et 1 divisé par moins 3. Laissez-moi juste terminer l'écriture de l'exercice précédent. Donc ici, je vais juste terminer par dire que f de 0,3 était bien supérieur à f de 1,5. Et ça, c'était... Donc tout ça, c'était la question A. Voilà. Ok, maintenant on passe à la question B. Et donc dans la question B, qu'est-ce que nous avons? Il faut comparer 1 divisé par moins 2 et 1 divisé par moins 3. D'accord? Donc 1 divisé par... Donc ça c'est la question B, excusez-moi. Donc ça c'est 1 divisé par moins 2 et 1 divisé par moins 3. Alors ces deux valeurs, elles correspondent à f de moins 2, bien sûr, et f de moins 3. Logique, parce que la fonction f, c'est encore une fois la fonction inverse. Ok? Et alors, pour les comparer, ce que je vais faire, c'est que je vais encore une fois regarder leurs images. Alors ici, je me suis déjà fait un petit schéma pour avancer un peu plus vite. Alors, si je regarde maintenant, regardez, si je regarde f de moins 2, d'accord? Ça, c'est moins 2, hein? F de moins 2, elle est là, donc son image, elle est juste là. Et f de moins 3, alors moins 3, il est là. L'image de moins 3, elle est là. Et donc, son hauteur, elle est ici. Alors du coup, regardez. C'est laquelle la plus haute? Bah, c'est f de moins 3. Par rapport à f de moins 2, c'est f de moins 3 qui est plus haut. Donc, ça veut dire que j'écrirai au niveau de la réponse de mon exercice, juste là, et ben, j'écris que c'est f de moins 2 qui est du coup plus petit que f de moins 3. Ok? Donc, ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez ici, nous on était parti du fait que, dans notre graphique, hein, vous voyez, moins 3 est plus petit que moins 2, visiblement,
Et ici, on a que f de moins 3, il est plus grand que f de moins 2. Voilà. Donc, je les ai comparés. Très bien. Tac, tac, tac. Attention à ne jamais confondre, hein. Bien sûr, image et antécédent. Et maintenant, le troisième exemple, je vais chercher moins 1 sur 4 et 1 divisé par 3,6. Donc, moins 1 divisé par 4 et 1 divisé par 3,6. Et je vais encore les comparer, toujours à l'aide de la fonction inverse. Alors, la première chose que je remarque, c'est que ça, je veux le réécrire comme étant 1 divisé par moins 4, et lui, je le laisse pareil, 1 divisé par 3,6. Mais pourquoi j'ai avantage à faire ça? Parce que comme ça, je peux faire f de moins 4, f de 3,6 et aller chercher à les comparer. Mais en ai-je vraiment besoin? Bah moi, je sais en effet que si je regarde la valeur moins 1 sur 4, autrement dit 1 divisé par moins 4, cette valeur-là, elle est négative. D'accord? On est bien en train de parler d'un truc négatif, hein. Je marque le signe juste ici au-dessus. Alors que la quantité 1 divisé par 3,6, elle est positive parce que je divise deux valeurs qui sont positives. Donc visiblement, il est évident de pouvoir dire que, bah, vous savez, les négatifs, ils sont tous plus petits que les positifs. Donc, logiquement, je peux dire que bah, ça c'est sûrement plus petit que l'autre, et ça c'est encore du coup plus petit que l'autre. Mais allons regarder, donc voilà, ça c'est la comparaison que j'ai fait. Mais allons regarder ce qui se passe au niveau du graphique. En effet, si je regarde bien, alors regardez, du coup je me suis mis 3,6 et moins 4. Alors 3,6 il est là. Vous voyez qu'ici j'ai assuré en jaune 3,6 et là j'ai assuré la hauteur, donc l'image de moins 4, juste là. Et donc, si je suis mon schéma, je retrouve que l'image de moins 4 à travers la fonction inverse, elle est là, et l'image de 3,6 à travers la fonction inverse, elle est là. Donc, visiblement, f de moins 4, elle est plus petite que f de 3,6. D'accord? Encore une fois, la comparaison, elle tient. D'accord? Donc, ça confirme ce que j'avais déjà affirmé. Voici donc pour la réponse à la question C. Très bien, j'espère que c'est clair pour le moment. Eh bien, toute cette étude, ça m'a donné envie de définir du coup une nouvelle propriété parce que avec ces comparaisons que j'ai fait, je peux peut-être dire quelque chose de plus général que dans ces trois cas particuliers. Ok? Alors, je me fais un peu d'espace, très bien, et je marque du coup une belle propriété. Alors, propriété, à marquer. Je vais marquer cette propriété et je vais toujours garder un œil, un mont graphique de la fonction inverse, c'est-à-dire l'hyperbole, d'accord? Toujours pour que je puisse retrouver ce que je dis dans la partie graphique. Alors, ça c'est la fonction hyperbole, autrement dit, c'est la fonction inverse, hein. Attention juste à ne pas confondre. L'hyperbole, c'est le graphique, donc c'est la représentation graphique de la fonction inverse. Mais on appelle ça quand même une hyperbole. Donc j'ai fait une hyperbole pour représenter ma fonction inverse. Et ici, je vais marquer deux nombres, u et v, et je vais tous les deux les prendre plus petits que 0 pour le moment. D'accord? Alors je dis soit, bah, ce que j'ai, u et v, les deux plus petits que 0, du coup je peux dire que u et v ils sont les deux plus petits que 0, et je vois aussi que u elle est plus petit que v. D'accord? Donc je vais me mettre dans cette hypothèse. Alors, deux images. Je vais chercher l'image de u, elle est là. Si je vais chercher l'image de v, elle est là. Et que leurs deux coordonnées, voilà, 1 et 2. Ici, il y a f de u. Ici, il y a f v. Et donc, je peux dire que laquelle est la plus élevée, bah, c'est u en fait, c'est l'image de u. Donc, j'écris dans ma propriété que, alors, f
de U est bien supérieur à F de V. Alors, qu'est-ce que je peux remarquer ici? Regardez, si je me mets en évidence le symbole ici d'inégalité, je vois que d'abord, U était plus petit que V, et bien maintenant, les deux images, elles ont inversé l'ordre. Alors ça, pour être précis, ça se dit, la fonction inverse renverse l'ordre. D'accord? Alors, ça a lieu du coup dans le côté négatif de l'axe des abscisses. Maintenant, regardons ce qui se passe du côté positif. Alors, je prends toujours deux nouveaux nombres. Donc, je prends U et V comme avant, mais du coup, cette fois-ci, je les prends du côté des positifs. Donc, je me dis, ok, soit toujours U plus petit que V, mais cette fois-ci, ils sont du côté des positifs. Donc, je vais dire 0 plus petit que U, plus petit que V. Et encore une fois, du coup, j'ai marqué le même ordre. Hein. U est toujours plus petit que V. Ok? Alors, que puis-je dire sur leurs deux images? Donc, F de U et F de V. Alors, je regarde dans le graphique, encore une fois. Ça, c'est l'image de U. Ça, c'est la hauteur de l'image de V. Alors, du coup, je regarde graphique dans l'axe des ordonnées. Et qu'est-ce que je trouve? Alors, je serre un peu. Je trouve que l'image F de U, elle est là. L'image de V, F de V, elle est là-dessus. Et donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Si je me remets à écrire la propriété, eh bien, je peux très facilement comprendre que, bah, effectivement, encore une fois, F de U gagne sur F de V. F de U, elle est plus grande que F de V. D'accord? Donc, je peux en déduire la propriété suivante. Je remarque que la fonction on dit qu'elle renverse l'ordre. D'accord? Ce renversement qui a lieu, il est où? On le voit où? Eh bien, on le voit dans le fait que si U est plus petit que V, alors F de U est plus grand que F de V. Et si, dans l'autre cas, U est inférieur à V, mais du coup ici on s'est mis du côté de l'axe des abscisses la moitié positive, toujours on a que F de U, elle est supérieure à F de V. D'accord? Donc, je dois quand même le compléter. La fonction inverse renverse, ça c'est le mot-clé, hein, l'ordre, mais pas partout, seulement à deux endroits différents, seulement sur... Alors, le côté négatif, c'est du coup moins l'infini 0, parce que 0 c'est une valeur interdite. Et du coup, l'autre moitié, c'est sur le côté positif, donc à partir de 0, toujours exclu, jusqu'à plus l'infini. Super. Donc cette propriété-là, elle est très très importante. Et vous voyez, elle nous permet de comparer deux éléments. Hein. Si les deux sont négatifs, donc du côté de l'axe négatif, du côté des abscisses négatives et du côté des abscisses positives. D'accord? Alors, ne l'oublions pas, il y a quand même un troisième cas dans lequel la fonction inverse ne renverse pas l'ordre. C'est le cas où, si je prends, soit cette fois-ci, du coup, encore une fois, hein, ça c'est le troisième. Du coup, je prends U inférieur à 0. Et cette fois-ci, je prends V à droite. D'accord? Donc, j'ai séparé U et V. Eh bien, dans cette situation, alors je vais juste vous la tracer en bleu. Hein. Alors, c'est comme si je m'étais pris, alors du coup j'efface juste rapidement U et V ici et ici. C'est comme si je m'étais pris U ici et V ici. Eh bien, quelle va être la relation
de comparaison entre leurs deux images. Alors l'image de U, elle se trouve forcément ici, d'accord? Donc ça va être f de U. Et, un peu trop proche de V. Et du coup, l'image de V, elle va être parmi les positifs, L. Vous la voyez là. Donc ça, c'est f de V. Juste là. Mais alors, je peux conclure que eh ben, f de U, eh ben, cette fois-ci, elle est inférieure à f de V. Donc, vous voyez ici, l'ordre n'est pas renversé. OK? Donc, seulement si je prends U du côté des négatifs, eh bien, son image, elle est négative. Si je prends V du côté des positifs, alors son image, elle est positive. Et du coup, ici, vous voyez bien que l'ordre, cette fois-ci, il est respecté. D'accord? Vous avez le même sens dans l'ordre, donc, entre U et V et entre F de U et F de V. Très bien. Ok, je vais vous apprendre une dernière chose et terminer ainsi le chapitre. Parce que comme on l'a fait pour la fonction cube, maintenant j'aimerais vous apprendre à résoudre des équations. Ok? Donc méthode. Résoudre des équations et des inéquations. D'accord? Donc résoudre des équations et des inéquations. Ok, alors, à quoi cela va ressembler une équation avec la fonction inverse? Eh bien, ça va être 1 sur x égale à quelque chose. D'accord? Par exemple, imaginons que c'est un nombre comme 3. D'accord? Alors, comment je peux faire pour la résoudre? Bah, sachez que du coup, je recherche le nombre tel que remplacé à la place de x, toujours, ça me fasse égal à 3. Et bien ici, je fais juste des petits procédés algébriques. X est un nombre, d'accord, n'importe lequel, je sais juste qu'il est différent de 0 parce que sinon il ne pourrait pas être dénominateur. Et donc je vais faire le passage d'habitude, je vais multiplier à droite et à gauche fois, je peux toujours le faire. Ok? Ok? Eh bien, qu'est-ce que je vais trouver? Ben, je vais trouver que du coup, à gauche, je vais trouver 1, parce que j'ai fait disparaître x. Et à droite, je vais trouver 3 divisé par x. Je dois isoler x. Donc ici, je vais faire un autre petit passage, et cette fois-ci, je vais non pas multiplier, mais diviser à droite et à gauche. Et donc, je vais diviser par 3. Donc, en gros, c'est comme si je multipliais fois 1 divisé par 3. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je veux qu'à droite, je puisse faire disparaître le 3 qui est là. Donc, je vais faire disparaître mon 3. Et bah, du coup, à droite, à gauche, je trouve. Je ferai du coup juste x parce que 3x divisé par 3, bah ça, il me reste juste x. Et ça, c'est la solution. Parce que du coup, maintenant, je sais que x, il est bien égal à, je trouvais une valeur précise, x est égal donc à 1 tiers. Ok? Donc, pour les équations, très bien, bah, c'est facile. Ok? Donc, les équations, je les ai mises ici, à gauche. Ok. Et donc, passons aux inéquations. Alors, pour une inéquation, j'aurai toujours quelque chose de la forme. Alors, imaginons du coup 1 sur x inférieur ou supérieur, disons supérieur ou égal, pourquoi pas, à, et ici j'aurai une certaine valeur réelle, par exemple, disons moins 2. D'accord? Alors, la meilleure technique pour résoudre une inéquation, cette fois-ci, ça va être un peu différent que d'habitude, donc algébriquement.
à la place de résoudre l'inéquation elle-même, je vais faire un petit détour. Et donc, je vais plutôt résoudre à côté autre chose. Je vais résoudre plutôt l'équation que je peux déduire. À la place de mettre du coup le symbole d'inégalité, je vais mettre le symbole d'égalité. Ok? Et si je fais ça, ça veut dire en fait que ce que je fais globalement, c'est de répéter l'expérience que j'ai fait à gauche pour la résolution d'une équation. Et donc ici, je pense que vous avez compris ce que je dois faire. Alors, je vous l'ai fait toujours en bleu clair, juste pour vous faire comprendre que c'est différent du coup. Alors d'abord, je multiplie x à droite. D'accord? Ça me fait moins 2x. Ensuite, je porte le moins 2 à gauche. Et donc, ça me fait que x qui reste toujours à droite, il est égal à moins 1 sur 2. Ok? Et maintenant, moi, qu'est-ce que je sais? Je sais que du coup, la valeur clé à rechercher, c'est x égale à moins 1 sur 2. Alors, pour conclure mon inéquation, parce que maintenant, il faut quand même résoudre l'inéquation, je me trace toujours à la fonction inverse. D'accord? Ce n'est pas nécessaire d'être très précis, d'accord? Mais vous devez quand même la tracer. Alors, du coup, je fais une hyperbole, c'est la fonction inverse. Et du coup, je remarque que si je veux que 1 sur x soit supérieur ou égal à moins 2, ça veut dire que c'est comme si j'avais sélectionné la valeur moins 2, qui doit être autour de là. Ça, c'était la valeur moins 2, d'accord? Et quelle est donc son abscisse? Eh bien, l'abscisse, la réponse à ça, c'est la solution des bonnes équations. Donc, quand je regarde ici, je vois que x doit être égal à moins 1,5. Donc, moins 1,5, il est là. Okay? C'est à ça qui m'a servi de résoudre en fait l'équation. Et maintenant, par contre, qu'est-ce que je veux résoudre? Moi, je veux résoudre 1 sur x supérieur ou égal à moins 2. Et donc, je remarque que ça, c'est vrai. Donc, ici. Et ensuite, dans toute l'autre branche. Ok? Voilà. Et du coup, je dois pouvoir écrire cet intervalle. Et l'intervalle, je vais vous le marquer avec le marqueur vert. Eh bien, il s'agit du coup de toute cette partie-là jusqu'à moins 1,5 et ensuite de toute cette partie-là. Ok? C'est pour ça que ce n'était pas évident de le voir juste avec l'inéquation. Et du coup, marquons-le. Alors, quelle est la partie verte du coup de mon intervalle? Eh bien, c'est de moins l'infini jusqu'à moins 1,5. Intervalle fermé, parce que ici, le symbole, c'était supérieur ou égal. Réuni avec l'autre morceau. C'est quoi l'autre morceau vert? Alors, ça commence à 0, mais 0 est toujours exclu. Donc, c'est depuis à partir de 0 jusqu'à plus l'infini. Voici donc la solution. Alors, juste, je vous fais remarquer, cette partie verte, là, c'est ici. Du coup, c'est la partie qui est juste là. Et cette partie verte-là, c'est l'autre morceau de l'intervalle. Donc, qui est juste là. Ok? Et donc, la solution finale de l'inéquation, eh bien, ce sera, du coup, solution donnée ici. D'accord? C'est ce grand intervalle que j'ai ici. De moins l'infini jusqu'à moins 1,5 et de 0 jusqu'à plus l'infini. Et oui, malheureusement, il faut faire effectivement un petit graphique pour chaque résolution d'inéquation. Mais à part ça, je trouve que c'est assez facile quand même. Voilà, alors ce que je viens de vous dire, ça termine enfin le cours sur les puissances, fonctions cubes et fonctions inverses. Ce sera donc au sujet de notre prochaine évaluation. Je vous remercie pour l'attention jusque-là et je vous souhaite une très bonne journée.